comment tu sais quelque chose qui paraît pertinent en termes de synchronisation ou en termes de relation? C'est de l'observation. C'est le fameux truc, c'est observer, 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 d'Erickson. Mais ça reste tout à fait vrai, c'est observer. Observer et savoir se retenir, d'échafauder des théories, d'élaborer des théories. Il y a une phrase de Jacques, je vais lui voler. C'est dans chaque cabinet médical ou dans chaque bureau de psychiatre, il doit y avoir soit un divan d'analyse, soit un divan d'examen, soit éventuellement un clic-clac. Si jamais au cours de la consultation il nous vient une approche théorique qui nous paraît performante, il est conseillé de s'allonger et d'attendre que ça passe. C'est-à-dire que adhérer à des théories, c'est pas ce qui nous paraît le plus efficace. Le plus efficace, c'est d'avoir des outils multiples, de pouvoir les utiliser et d'avoir une trame, un fil conducteur pour faire une thérapie. C'est l'observation. Si je peux prendre un exemple par rapport à des enfants autistes, ça me rappelait ça. Les enfants, ils n'aimaient pas qu'on les approche, il fallait une certaine distance. Il fallait vraiment s'éclater en cris ou autre. Et c'est d'abord l'observation. L'observation de ce qu'il faisait. Je me souviens d'un enfant, il est en train de faire des traits sur une dessine de faire des traits. J'observais ça, et puis en même temps, je me suis mis à approcher un peu en synchronisant son mouvement, synchronisant ses gestes, jusqu'à ce qu'il m'accepte, que je me mette à côté de lui, que je puisse même, la fois fin, un autiste, mettre ma main sur la sienne pour guider un peu son trait, pour l'aider à faire. Voilà un exemple. Observer, comme dit Jacques, observer soi, où on en est, quelle distance on est, qu'il y a des choses très, très concrètes. Observer l'autre et observer le contexte. Il faut toujours avoir ces trois éléments. Alors c'est observer et ne rien en déduire. Il y a de nombreux bouquins sur vos gestes vous trahissent. C'est-à-dire que si on observe les gens, s'ils se touchent la tête, c'est que tout d'un coup ils ont une angoisse, il y a quelque chose qui les embête, etc. Ça, cette approche-là, c'est pas la nôtre. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'à partir des gestes ou des attitudes ou des positions, on puisse en inférer quoi que ce soit, qu'on puisse en déduire quoi que ce soit. Moi, je suis là, je suis ici. L'important est d'observer sans déduire. Alors observer sans déduire, c'est juste le contraire de ce qu'on nous apprend. La plupart du temps, on a une extraordinaire capacité à déduire sans observer. Là, c'est quelque chose de différent. C'est observer d'une certaine manière calibrée, c'est-à-dire observer les gens, regarder ce qu'ils font, sans pour autant essayer d'interpréter ça et sans en tirer aucune conclusion. Cette capacité à observer est tout à fait essentielle et elle n'est pas naturelle. Donc il faut s'entraîner à observer et à ne rien en déduire. Je parlais de théorie tout à l'heure, je les qualifie de brillantes métaphores. Les apports théoriques sont souvent apportés par les gens. D'ailleurs, les théories ont toujours été faites par les patients. Pas par les thérapeutes, qui disaient j'ai une théorie, non, c'est à partir de 5 patients, etc. Donc, ils ont déduit généralement, ils ont fait des généralités. Moi j'appelle ça des brillantes métaphores. Et c'est le patient qui amène ça, sa métaphore, sa théorie, ses croyances. Et pour chacun, c'est différent. C'est pas la métaphore, c'est pas la croyance ou la théorie du thérapeute, c'est celle du patient. Et à chaque fois, elle est différente. Je comprends rien à observer sans déduire. Ça consiste à observer sans déduire. Si tu t'en sers, c'est que tu en fais quelque chose de cette observation. Bien sûr, j'observe et je calibre. Si la personne, quand elle arrive et qu'il y a quelque chose qui l'embête, elle a un geste particulier, une position particulière, il y a des chances quand même pour que les autres fois, quand elle va reproduire le même geste ou la même position, elle soit dans le même état psychologique. Qu'il y a un lien, quelque part, entre des attitudes, des formulations, des attitudes, des micro-mouvements, des macro-mouvements, etc. et l'état interne de la personne, comment elle se sent, etc. Ce lien-là, on ne peut s'en servir valablement que si on a observé la personne avec attention, et puis on va voir aussi au cours de la consultation les modifications des mouvements, des positions, en fonction de l'évolution de la consultation. Je raconte souvent cette histoire de ce monsieur qui était un vieux chasseur, qui était arrivé, qui était déprimé, qui avait des problèmes multiples, il était très triste, puis il avait une position, qui est la position qu'on rencontre souvent quand les gens sont déprimés, il regardait plutôt vers le sol, il était penché en avant sur mon bureau, etc. Voilà, et j'observais ça, et à un moment donné, je lui ai parlé d'autre chose, je lui ai parlé de la chasse, et je lui ai dit, mais vous étiez chasseur? Il m'a dit, il s'est adressé d'un coup, il m'a dit, eh ben sans doute. Je lui ai dit, mais vous chassiez quoi? C'était plutôt le lièvre, la plume, les chevreuils peut-être? Ah non, mais moi, docteur, c'était... Et tout d'un coup, cet homme a changé de position, il s'est redressé, son attitude n'était plus la même. Et en même temps, la position physique corporelle qu'il adoptait quand il était en train d'évoquer ses problèmes, ses difficultés. Voilà. Ça sert à ça, ça ne sert qu'à ça, mais c'est un truc
tout à fait centrale. Se synchroniser sur la position corporelle de son patient, c'est une chose tout à fait essentielle. D'avoir une attitude qui soit en miroir, c'est quelque chose qui pour les gens qui font de l'hypnose c'est d'une grande banalité, pour les autres ça l'est peut-être moins. La synchronisation corporelle, à la fois dans les macro-mouvements, dans la position, dans les micro-mouvements, c'est quelque chose qui dans la communication du vivant est absolument extraordinaire. Il est toujours intéressant sur le web d'aller regarder par exemple la danse nuptiale des glèbes dorés, qui sont des oiseaux, qui ont poussé la synchronisation à un niveau tout à fait extraordinaire. Mais cette synchronisation non verbale, cette synchronisation des corps, des mouvements, on la retrouve dans la vie de tous les jours, elle est une évidence. Si on s'y intéresse pas, on la voit pas. Si on s'y intéresse, elle devient aussi évidente que le loup dans l'image. Vous savez, les images pour les enfants, là on disait il y a un loup dans l'image. Tant qu'on cherche le loup et qu'on ne le voit pas, on ne le voit pas. Mais une fois qu'on a vu le loup une fois dans l'image, il nous saute aux yeux à chaque fois qu'on le regarde. La synchronisation non verbale, elle est une évidence quand on s'y intéresse. C'est un outil essentiel puisque le premier outil de communication, c'est pas la parole, contrairement à tout ce qu'on nous a appris finalement. Et j'étais formé dans la croyance que l'important c'était ce qui était dit et non pas ce qui était visible. L'important de la communication, c'est du corporel. Et chaque fois qu'il y a une incongruité ou du moins qu'il y a une dissonance entre le message corporel et le message verbal, c'est toujours le message corporel qui l'emporte. Effectivement, il y a le langage corporel, c'est primordial. On disait au début était le verbe, mais il y a Goethe qui dit au début, je pense, lui, qui dit au début était l'action. C'est d'abord dans le mouvement, avant que la parole n'intervienne, que se passent les choses, que se passe la rencontre. Ce qui est primordial. On parle de gestes, et Jacques a introduit sur le verbe, sur ce que dit la personne. Alors là, se pose la question, comment d'observer sans rien déduire. Or, lorsque quelqu'un nous dit quelque chose, on est des êtres humains, et automatiquement, on se fait des représentations. Un petit aphorisme qui dit à chaque mot, une représentation. Chaque mot est lié à une représentation mentale, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Quand on prend un peu de temps, elle arrive à la conscience. Et la personne parle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement, l'observer. C'est quoi l'observer? Observer quelqu'un qui parle. C'est tout simplement l'écouter. L'écouter sans intervenir. Et c'est aussi faire quelque chose de corporel qui montre qu'on l'écoute. Et nous, on a cette petite technique. On écrit ce que dit la personne. Prendre un stylo, une feuille de papier et d'écrire à l'ancienne ce que la personne nous dit. Alors c'est un recueil intégral, c'est pas une traduction, c'est pas une transcription en langage médical, c'est un recueil qui doit être exhaustif, c'est-à-dire que si la personne commence son discours, on commence à écrire et on va écrire tout ce qu'elle dit intégralement. Alors c'est un peu arbitraire, on a dit pendant 20 lignes ou 30 lignes, dans ces 20 lignes ou 30 lignes, on va avoir plein d'informations, dont en particulier les canaux de communication que connaissent les gens qui font de l'hypnose, mais aussi des métaphores qui sont propres à la personne, sa façon de présenter le problème, certains signes qui vont nous orienter vers des traits de caractère. Enfin bon, ces 20 lignes sont extrêmement précieuses. Dans ces 20 lignes, on a un recueil, je dirais, un échantillon de langage, qui est un échantillon de communication, auquel on peut se référer au cours des consultations suivantes. Je reviens un peu en arrière, là, parce que je crois qu'on a vécu, avec Jacques Pichot, une période très particulière. J'avais lu un commentaire sur les mémoires d'Adrien par Marguerite Yourcenar. Il y était dit que c'était une période, la période de l'empereur Adrien était une période où les anciennes idoles commençaient à disparaître et le christianisme n'était pas encore apparu. Une espèce de période vide dans laquelle on pouvait repenser les choses à sa propre manière. Quand on a commencé à travailler dans les années 80, le modèle psychodynamique et l'influence freudienne avaient quand même s'il a fallu pour certains faire des analyses didactiques, parce que c'était ce qu'ils faisaient à l'époque, il y avait quand même déjà une perte d'importance chez les gens qui étaient des thérapeutes cliniciens d'actifs, entre guillemets. Il y avait une perte d'importance du modèle psychodynamique et il n'y avait pas encore la prise de pouvoir par le système des TCC. Technique cognitivo-comportementale. Il y a eu à un moment donné une espèce de période, on faisait des consultations en pilotage automatique en faisant ce qui nous passait par la tête, soit on essayait effectivement de se référer à des outils dans différents champs. Et nous, on est spécialement éclectique. Ce dont on peut se prévaloir, c'est effectivement de s'être intéressé à toutes les techniques, ou presque toutes, à nous deux, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de techniques qui se passent au travers, je pense. Et donc on est allé voir tout ça, et à aucun moment on a cru à quoi que ce soit. À aucun moment
on a cru à quoi que ce soit. Et pourtant, à chaque fois, on a réfléchi à la question, on s'est intéressé à la question et on a gardé des outils. À un moment donné, on s'est trouvé avec de nombreux outils, sans adhérer réellement à une théorie une seule, et sans non plus croire. Pourtant, on a rencontré de grands croyants. Dans mes débuts de jeune médecin, je suis allé à des congrès d'hypnose, des congrès divers et variés, et j'ai rencontré des grands croyants. Il y a des gens qui y croyaient, j'ai rencontré des lacaniens purs et durs, j'ai rencontré plein de gens qui croyaient, il y avait une vérité. Alors nous, on n'a jamais été à la recherche de quelque vérité que ce soit, enfin du moins pas moi. En ce qui me concerne, je n'ai jamais cru à rien, mais par contre, je suis un clinicien et j'ai besoin d'outils. Et donc j'ai pris dans toutes ces techniques ce qui pouvait nous servir, et je pense que Jacques a fait à peu près la même chose. Je crois, il y a une vérité profonde. Oui. Je prends un doute positif, un doute d'action. Voilà, c'est ça. Alors, d'accord, alors oui, c'est ça. L'important, c'est le doute, mais c'est pas un doute qui nous immobilise ou qui nous paralyse. Nous doutons de tout, mais nous doutons de façon active. C'est-à-dire, je doute, mais je fais quand même. Et donc, ça nous a amené, effectivement, à sélectionner des outils et puis à les dérouler, à dérouler la thérapie. Au début de la formation, je ne sais pas si on l'avait fait cette formation, surtout ne croyez pas ce qu'on va vous dire. C'est-à-dire, d'emblée, mettez dans un doute, on n'est pas en train de vous apporter une extrême vérité, mais vous demandez de réfléchir et surtout, avec ce qu'on vous dit, de passer à l'action. Essayez, vous verrez. Pour revenir à l'époque, il y avait tout un contexte. Moi, je me suis allongé sur un divan 4e groupe, c'est pour dire à l'époque, c'était lacanien pur et dur. Après, il y a toutes les thérapies humanistes qui étaient très intéressantes, ça change un peu le décor. Hein. De l'éloignement psychanalytique à la tape dans le dos d'un gars qu'on n'avait jamais vu, c'était déjà plus sympathique. Et puis après sont venues toute l'arrivée des thérapies de la réflexion systémique, qui était très importante et qui venait justement de Palo Alto et de toute cette mouvance qui a donné rapport aux thérapies brèves. Et ceci étaient des passages théoriques, mais on voyait très bien que la systémique, c'est pas de réunir obligatoirement toute la famille, mais d'agir sur une personne de l'individu, c'est aussi systémique. Ceux-ci sont des apports théoriques sur lesquels on navigue, on passe. C'est l'avantage maintenant qu'avec un peu de recul, c'est qu'on voit différentes vagues. On arrive près du bord beaucoup plus calme, pour nous. Pour moi, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des brillantes métaphores.